Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Cette semaine, on va en politique. Ça arrive souvent. On va en politique. C'est une passion. Coudonc. J'ai droit et mes invités aussi ont droit. Fait que cette semaine, on reste et on va, c'est-à-dire en politique fédérale, surtout. Mais on va effleurer un peu la politique provinciale en passant. Alors, avec grand plaisir, je reçois le député fédéral avec le Bloc en Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire. M. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Bonsoir, content de te retrouver. Ah, c'est réciproque. vous? C'est réciproque, mon cher ami. C'est un rendez-vous qui passe toujours trop vite, puis qui revient pas assez souvent. Oui. Tu le sais. Fait que je te le dis en ondes, là. Ah, ben OK, ben là, je pourrais pas me défiler. D'habitude, il me le dit après l'émission, mais là, vous êtes témoin. Fait que là, à moi la balle. Monsieur Sébastien, on va juste effleurer là, vos priorités. Ben, même si la session est commencée, SMAC, vous aviez des priorités. En tant que priorité, vous aviez 5 000 signatures pour revendiquer la hausse de 110 $ par mois de la pension de sécurité de vieillesse. Il faut dire, entre parenthèses, qu'il y a eu un 10 % actuellement. Il est demeuré. Ce n'était pas un cadeau. Je vous le donne une fois, puis je vous le retire. En tout cas, pour tout de suite, là, il est là. On m'a informé qu'il était encore là. Le fameux 10 %. Transfert en santé, 1 milliard. On s'attendait à 6 milliards. Que l'Abitibi-Témiscamingue soit au cœur des priorités de la stratégie canadienne sur les minéraux. Ça, c'est important, énormément. Mais d'ailleurs, tout est important. Meilleurs services fédéraux en région. Ça, on a besoin, croyez-moi. En agriculture, création d'un fonds dédié à l'innovation territoriale. Réforme de l'assurance-emploi, plus augmentation des prestations de l'assurance maladie de 26 à 50 semaines. Et pour terminer, il y en aurait d'autres, mais on va juste aller avec les transports aériens régionaux. Je pense que les gens sont tannés de se faire niaiser, pas à peu près, parce que j'en entends énormément parler. Je vous lance la balle et puis je vous donne 30 secondes. Non, je vous donne plus que ça. Bien, je vais englober d'abord tout ça. Ça, effectivement, c'est ce que j'ai nommé dans mon mot du député dans Oui. le dépliant. Puis, c'est un exercice qui est intéressant pour justement mettre sur papier ce à quoi je me rends aussi imputable. Donc, il y a des idées qu'on lance parce que ça fait partie de mes valeurs et mes convictions. Tu as nommé la question de l'enjeu de l'assurance-emploi, par exemple. Ben, des gens qui sont malades, qui ont des cas comme le cancer. C'est pas en 15 semaines comme c'était il n'y a pas si longtemps. Déjà, il y a un pas qui a été fait par la pression du Bloc québécois de monter ça à 26 semaines. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est le 50 semaines parce que justement, là, on a un peu donné une année complète pour que la personne se concentre à guérir sans avoir la préoccupation d'un revenu. Il y a des éléments comme ça qui sont importants. La pension des aînés, ben, c'était dans mon dépliant justement, il y avait une pétition, puis on a eu un retour très, très fort des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Et pour moi, l'enjeu des aînés est quelque chose de très important. Parce que surtout dans un contexte d'inflation comme on est actuellement, le revenu des aînés, il est souvent fixe par la sécurité de la vieillesse, par des rentes et autres. Et les capacités d'aller chercher un revenu supplémentaire et beaucoup par le travail est pas accessible à la plupart des aînés. Donc, c'est là que le gouvernement doit intervenir et assurer une augmentation de la sécurité de la vieillesse. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental parce que tout coûte beaucoup plus cher et ça devient un enjeu de dignité. Vous m'avez souvent entendu nommer ça, mais je pense que là, il y a une urgence à l'approche d'un budget pour avoir une plus grande générosité, une plus grande ouverture envers nos aînés. Mais la plupart des éléments que tu as nommés aussi se retrouvent dans une démarche qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire d'envoyer une lettre à chaque ministre qui sont concernés par un enjeu de l'Abitibi-Témiscamingue pour pouvoir les sensibiliser à notre réalité régionale qui est souvent différente de bien d'autres. Sur Exemple, les services fédéraux revendiquaient un bureau des passeports parce qu'on a vécu la crise l'année passée. Et il faut se rendre à 6 heures de route à Gatineau ou à Montréal, un aller-retour plus le temps de la file. Ça fonctionne pas. Donc, on a exposé ça sur papier. J'en ai écrit une à la ministre de la Défense, Mme Annan, pour pouvoir revendiquer une plus grande présence militaire en Abitibi-Témiscamingue, notamment parce que notre avantage géographique est intéressant sur toute la souveraineté du Nord. On a encore de la neige ici.
Donc, ça devrait être des entraînements pour de motoneige, des situations de sauvetage et autres. On a une situation qui est vraiment avantageuse en Abitibi-Témiscamingue qui pourrait être valorisée dans un contexte militaire pour avoir des investissements importants. Évidemment, toute la question des minéraux critiques stratégiques fait partie de cette approche-là. Donc, comme je dis, une approche envers tous les ministères qui sont ciblés, inciter mes collègues, les ministres, à pouvoir investir puis à regarder la particularité de l'Abitibi-Témiscamingue dans leurs décisions. Est-ce que vous trouvez qu'on est loin d'être priorisé et de loin, est-ce qu'on est délaissé? La mentalité canadienne, elle est toronto-centriste. Puis l'Ouest, le pétrole de l'Ouest, ça fait encore partie. Tu sais, quand on voit des crédits d'impôt pour du verdissement de l'économie du pétrole, ça reste quand même un pétrole vert, ça n'existe pas. Du pétrole, c'est du pétrole. Tandis qu'évidemment, nous, nos initiatives sont beaucoup plus difficiles à supporter. On voit comment l'aérospatiale n'est pas priorisée par le gouvernement fédéral. Non, tout s'est rendu une farce. Simplement. Puis moi, j'ai amené ça en comité de l'industrie. On a fait une politique, adopté ça comme une recommandation pour un comité national, une politique nationale d'aérospatiale. Ça prend des investissements prévisibles sur plusieurs années parce que il y a beaucoup de recherche et de développement à travers ça. Et c'est là, effectivement, que c'est difficile pour moi, après 3 ans, de dire oh non, on est traité équitablement. Mais mon rôle, c'est de m'assurer d'attirer l'attention vers une réalité régionale et rurale comme la nôtre pour qu'on puisse avoir notre part des programmes. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel, justement, on va cibler chaque enjeu, chaque service, puis on va pouvoir aller cogner à des portes puis demander des résultats sur ces enjeux, dont le transport aérien aussi. Là. Oh, le transport aérien, là, c'est rendu, là. C'est une vraie farce. Et j'ai interpellé le ministre Alghabra aussi là-dessus. Là. OK. Est-ce que vos demandes du Bloc, sont prises en considération à Ottawa? Moi, j'ai le sentiment que oui. C'est sûr que le contexte actuel de l'entente avec le NPD fait en sorte qu'effectivement, ça a joué un peu dans la dynamique, mais sur les enjeux importants, oui. Par contre, ça amène des priorités en ce moment sur des choses qui ne sont pas dans la cour du fédéral. C'est des responsabilités des provinces. Il y a beaucoup de projets de loi sur une assurance dentaire, une assurance médicaments et des choses qui, normalement, devraient relever des provinces dans lesquelles le fédéral a cette responsabilité de faire des transferts. On a vu l'entente qui a été là, qui est d'un ridicule. Pour moi, ça cache quelque chose. J'espère, en tout cas, qu'il y a eu des négociations qui vont pouvoir dire, regarde, en santé, je te donne juste ça, 1 milliard pour le Québec, 4-5 au total, mais on a un budget d'infrastructure qui s'en vient. Très, très important, tu vas pouvoir te racheter là. La promesse de Trudeau en santé était des emplois ciblés vers des services dans les provinces. Est-ce que c'est ça, dans le fond, qui va pouvoir s'en venir? Je ne sais pas. Pour moi, c'est tellement bas, c'est tellement ridicule que ça ne peut pas rester là, effectivement. Puis, quand on regarde ce que Doug Ford a fait en plus de ça, qui a laissé tomber le Front commun, complètement. Tout simplement, c'est quoi l'idée? C'est-tu une entente par en dessous de la table entre Trudeau et Doug Ford? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Ton hypothèse vaut la mienne là-dessus, mais j'aime mieux, moi, me voir comme un optimiste dans la vie puis de me dire, c'est parce qu'il va y avoir d'autres argents qui vont s'en venir autrement. C'est impossible qu'on ait juste ça, parce que les besoins sont tellement grands en santé. On le sait dans la MRC ici, comme dans l'ensemble des régions, les services qui sont coupés dans les urgences et dans les autres services en santé, c'est essentiel. J'aimerais me joindre à votre optimisme, mais je ne finis pas ma phrase. Non, dans la vraie vie... c'est sûr qu'il faut être optimiste, et tout le monde espère que quand on prend 1 milliard, qu'on était supposé avoir 6 milliards, que tu ne peux pas arriver puis, devant le peuple et dire au Québec, c'est ça qu'on donne. En santé, c'est 46 milliards. Il en voulait 280 milliards, mais on va aller avec 46 milliards. Et peut-être qu'il y a des élections qui s'en viennent en 2023. Là. En tout cas, on va en reparler tantôt. Là. Mais il se peut qu'il y ait des élections en 2023 à la rentrée. À l'automne. On en reparlera tantôt. Je ne crois pas tant, mais... moi, d'accord. Je vais m'y préparer, je vais être prêt. Mais... vous êtes toujours prêt. J'en suis persuadé, mais seulement, on ne peut pas. Moi, j'appelle ça rire du monde. Mais c'est vraiment rire du monde. Là. Puis quand on regarde M. Trudeau, parce qu'il faut avoir un certain respect quand même, c'est le premier ministre, mais quand on regarde M. Trudeau parler de cet argent-là avec un petit sourire,
ça agace beaucoup de personnes. J'étais un peu tanné, puis je l'ai vécu la semaine passée, de me faire traiter de pauvre parce qu'on reçoit de la péréquation. Là. Pourquoi vous, chialez au Québec, vous recevez de la péréquation? Parle-nous à quel point tu es content de recevoir de la péréquation. Ben, j'y ai répondu que non, parce qu'on a des attentes, notamment dans les transferts en santé. On n'a jamais notre part des programmes. Il y a des investissements énormes dans l'automobile dans le sud de l'Ontario. Puis là, le virage électrique, c'est encore profitable davantage au sud de l'Ontario. Quand nous, on a fait un virage électrique, une transition Oui, exactement. beaucoup plus rapide, puis Oui. on n'a pas eu le gouvernement fédéral derrière nous de cette ampleur-là. Donc, ça me questionne évidemment énormément, mais dites-nous pas qu'on est pauvre parce qu'on soit de la péréquation. On n'a pas notre juste part des programmes. Faites un vrai transfert en santé qui revient, puis annulez la péréquation, là. Exactement. Et donnez-nous ce qui nous revient en santé, ben, pas ce que vous nous avez dit, parce que vous n'avez jamais dit de chiffre, mais vous avez dit, par exemple, au Québec, à M. Legault, on va s'entendre, il n'y a pas de problème. Mais oui, on s'entend. Arrêtez de nous donner à travers le temps. Parce qu'initialement, dans les années 60, c'était 50-50. Ah oui, 50-50. Les dépenses en Puis là, santé. c'est rendu 22. 22 22 Fait qu'il y a une différence énorme. Le désengagement, pourquoi le fédéral fait des surplus? En tout cas, là, il y a beaucoup de dépenses, mais que l'autre bord, Québec, a de la difficulté, ben, il est clairement là. Un se désengage, puis après ça, va te dire, ah non, mais si tu veux ton argent, mets-toi à genoux, puis tout, c'est pas même ça marche dans la vie. C'était 50 on était à 22, on voulait passer à 35 ou environ. Ouais. Là. On ne s'en fâchera pas d'un chiffre, là, mais On on passe voulait à 24. passer. On va vous laisser méditer là-dessus, mesdames et messieurs. L'indépendance. Non, je taquine, mais pour moi, ça m'enrage. La solution, c'est effectivement, à un moment donné, de dire, est-ce qu'on prend en charge nos propres dépenses avec nos propres Tu sais, leviers? Puis, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas dans mon émission, mais ça ne fait rien. Vous avez soulevé un propos qui est fort intéressant. Va-tu falloir en venir là, mais Smack, est-ce que les Québécois sont prêts à venir là? Parce qu'on parle du dernier référendum qui a, entre parenthèses, écœuré tout le monde. Là. tout à fait. Hein? Il ne faut pas avoir peur des mots. Ça l'a écœuré tout le monde. Regarde, je vais le dire fort, là. Mais est-ce qu'on est prêt? Parce que la génération du dernier référendum a aujourd'hui 55-60 ans à peu près. Ça, je ne dirais pas que ça lui passe 100 pieds par-dessus la tête, mais disons 50 pieds par-dessus la tête. Ben moi, j'ai pas eu l'occasion de voter. Puis quand je regarde, justement, tu sais, on peut prendre bien des exemples, je suis pas parler dans le sport, là. Quand on voit qu'il y a seulement 3 Québécois ou Québécoises, parce que c'est le même au niveau féminin, au niveau junior et autres, qui vont faire les équipes nationales. Je veux dire, normalement, le prorata de la population devrait être 5 en moyenne, donc des années 7-8, des autres années 3. Mais jamais on a une place réelle pour se développer. On n'a pas accès aux tribunes internationales. Ça a un impact. Il n'y a pas de joueurs de hockey du Québec qui ont fait le match des étoiles. Ben, c'est une conséquence de ça. Si tu n'as pas tes circuits de développement national qui te permettent de mettre en valeur tes talents, puis qu'il y a une forme de discrimination qui est faite constamment, on empêche les jeunes de parler en français dans la chambre, ben c'est des opportunités comme Québécois qu'on n'a pas. Et à un moment donné, ben, on va falloir avoir parlé de notre propre voix, puis prendre notre place à l'international aussi. C'était un gros dossier pour vous. Est-ce que c'est encore un dossier prioritaire pour vous? Et je m'explique par une question. Oui. Où en est rendue l'enquête sur le scandale d'Équipe Canada, Équipe Canada Junior de 2018? Ça a fait boum. Oui. Puis là, ben, est-ce que mon est vrai? Oui, parce que on attend encore des noms. Je pense qu'on a quand même. Ça va-tu sortir un jour? J'espère. Je l'espère parce que là, il y a un enjeu de justice là-dedans. Ben oui, c'est sûr. Il y a des contrats qui n'ont pas été renouvelés dans la Ligue nationale. Ça nous permet peut-être de faire des liens. Pourquoi qu'une recrue prometteuse n'a pas été renouvelée par son équipe? Mais là, plus que ça, je laisse quand même la justice faire son cours. Mais moi, j'en suis rendu à un stade dans lequel, effectivement, j'ai commencé à lever le ton parce qu'il faut rendre des comptes. Puis ça fait depuis près d'1 an qu'on en parle et il n'y a pas eu de conséquences réelles. Comme si la médaille d'or que Équipe Canada a gagnée en août ou en décembre qui l'a remis a pardonné tout. Et effectivement, au niveau féminin aussi, on a gagné. Au niveau féminin, là, je parle, oui, c'est ça. Mais pour moi, donc là, la démission de Scott Smith était nécessaire. Était totalement nécessaire et elle est arrivée au mois d'octobre. Après ça, pour moi, la priorité, ça a été d'étendre l'enjeu sur l'ensemble des sports. Parce qu'on entend toutes sortes de choses dans plusieurs disciplines. Oui, la gymnastique, le soccer Canada. Ça sort lentement, mais ça... Oh, putain, encore un scandale. Ah, là, oh oui, tu sais, ça sort de tranquillement. Oui. Mais c'est... On reste surpris. On reste surpris, oui puis non, mais là, on s'aperçoit que, comme vous l'avez si bien dit, c'est répandu dans tout sport.
confondus, là. Ben moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir un changement en profondeur de la mentalité du sport, puis d'avoir un sport sain et sécuritaire pour nos jeunes, pour nos athlètes. Qui arrête d'avoir tout l'abus financier, l'abus au niveau physique aussi, psychologique, Oui, 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 oui. certains scandales sexuels aussi à travers ça. On l'a vu aussi la semaine dernière dans les initiations. Mais donc, il y a une réflexion en profondeur. Qu'on fasse une commission d'enquête indépendante, ça, on est toujours là-dessus. Puis je sens qu'il y a des choses qui veulent bouger. Puis au comité de la condition féminine, parce que justement, je voulais garder l'enjeu du sport en vie, ben, avec ma collègue Andréane Larouche, on a amené cette étude-là où on a entendu des athlètes et dans plus de 85% des cas, ils ont dit qu'ils voulaient cette enquête indépendante-là. Et là, depuis la semaine dernière, c'est le comité du patrimoine qui gère les budgets de Sport Canada, qui accueille aussi donc la notion de gouvernance des fédérations sportives, mais aussi la notion aussi de sport de pratique sécuritaire pour nos athlètes. Donc, au cours des prochaines semaines, j'aurai la chance de pouvoir questionner puis d'amener cet enjeu-là. Là. Il va revenir, Gaby. Je n'ai pas arrêté ça. On parle des initiations dans la Ligue junior majeure du Québec. Et tant qu'on aura des personnes, et puis je vais la nommer parce que tout le monde en a parlé, un certain M. Courteau, je ne suis pas au courant d'absolument rien. Hey, voyons, je m'excuse, là. Si tu as envie de compter une menterie, compte-en une autre que celle-là, parce que celle-là est flagrante. Là. Je ne suis pas au courant de ça. Tu fais quoi comme président? Qu'est-ce que tu fais là? Pas tant? Parce que Courteau fait une trentaine d'années qu'il est là, donc Oui, a vécu les années dont c'est l'enquête d'un recours collectif mené par Danny Carcillo et un autre ancien joueur, Taylor, qui lui d'ailleurs fait une quinzaine d'années, qui a subi ces sévices-là en initiation. Il a goûté, comme on dit. Il ne s'est pas remis. Il est toujours pas apte à reprendre le travail plus de 15 ans plus tard. Et ça montre la profondeur des traumatismes, de l'humiliation, du viol que ces joueurs-là ont vécu. Il faut savoir quand même que dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, depuis 2019, les initiations sont interdites. Donc, j'ai quand même confiance qu'actuellement, c'est pas une pratique qu'on vit, mais c'est quelque chose qui a existé. Qui a existé. Et il faut nommer les choses dans la vie. C'est pour ça, moi, faire la lumière pour voir comment les organisations se protègent d'elles-mêmes. Pourquoi qu'il y a des adultes qui ont été témoins de ces scènes-là et qui n'ont pas réagi, qui ont ri dans certains cas, si on prend l'article de Martin Leclerc, ou qui ont même participé. Voilà, ça, pour moi, c'est choquant parce qu'un jeune recrue, c'est 16-17 ans dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Exactement. Et les vétérans, ce sont des adultes de 19-20 ans. Oui. Donc, il y a quelque chose de profondément choquant là-dedans. Et c'est pour ça que je vais aller au bout de ça. Fait que moi, Gaby, je suis quand même encore là optimiste sur la suite des choses, mais surtout, j'ai créé des tribunes pour s'assurer qu'on entende la voix des athlètes, qu'on entende la voix des victimes. Donc, ça s'est fait en conditions féminines, ça se poursuit au patrimoine. J'espère que ça va se conclure dans une enquête. Vous êtes un bon porteur de dossier, puis j'espère que vous aurez des réponses, qu'on aura des réponses. Parce que c'est vous qui allez avoir probablement les réponses en premier et que vous nous transmettrez des réponses qui ne seront pas cachées par des personnes comme Courteau, entre autres. En espérant que tout ça sorte au grand jour, qu'on arrête de se mettre la tête dans le sable puis de jouer à l'autruche. Mais c'est pas juste le hockey. Là. Non, il y a d'autres sports, exactement. Et la culture canadienne, elle est malade. Puis moi, ce que j'utilisais comme exemple, tu sais, si on a le cancer, c'est pas juste de mettre des plasters, là. De dire, justement, on va couper le financement. On l'a vu avec Hockey Canada. Ça leur faisait rien de perdre le financement public, là. Parce qu'ils ont tout l'argent du privé. Soccer Canada est la même chose. Oui. Ces défis-là, comment qui est dépensé, ça prend des lieux des réformes des lieux de pouvoir, mais comprendre des mécanismes qu'un agresseur, ou en tout cas quelqu'un qui avait la main mise sur un athlète, mais va garder un contrôle. Et s'il y a une plainte, il va être remis ailleurs dans l'organisation, mais pour l'athlète, ça sera toujours un plafond qu'il va falloir contourner. Et donc, c'est pour ça que ça prend des mécanismes aussi indépendants pour pouvoir faire la lumière sur les choses. Un dossier qui touche surtout la politique provinciale, mais qui vous interpelle, j'en suis persuadé, M. Sébastien, c'est la fonderie Horn. Oui. Fait que ça vous préoccupe assurément, j'en suis persuadé. Votre opinion sur le sujet à ce temps-ci, et croyez-vous que Glencore est sérieux quand il parle d'une fermeture envisagée? Je pense qu'il n'y a jamais eu de fermeture envisagée de ce côté-là. Donc, je ne pense pas qu'ils ont été sérieux. Mais on en a parlé pareil. La dernière campagne électorale, il y a à peu près juste François Legault qui a parlé de ça. Et ça a été une arme politique qui a, dans ce cas-là, je vais dire malheureusement, fonctionné. Parce que j'ai l'impression que c'était pas honnête que de sous-entendre ça. Mais si on fait plusieurs mois plus tard, qu'est-ce qu'il y en est? D'abord, j'ai hâte de voir les nouvelles exigences gouvernementales qui ont été faites. On
entend que la fonderie les a retenus, les a reçus. Est-ce qu'ils vont les retenir et est-ce qu'ils vont les contester ou en tout cas les négocier? Ça va être annoncé probablement dans les prochains jours. Ou peut-être qu'au moment que vous écoutez l'émission, vous allez le savoir. Nous, au moment qu'on enregistre, on ne le sait pas. Reste que pour moi, comme dans mes actions, d'abord, il ne fallait pas lésiner sur la santé. La santé publique, c'est fondamental. Oui. Donc ça, moi, chapeau à la mobilisation citoyenne que c'était nécessaire. Ce qui est dans la Cour du fédéral, c'est certains enjeux. Puis moi, ce que j'ai amené dès le mois de septembre, en réaction aussi à ça, puis en réflexion, c'est une étude au comité de l'industrie. J'ai eu la chance d'être vice-président du comité de l'industrie sur l'industrie du recyclage. Donc, particulièrement les métaux et les plastiques, et toute la question de l'économie circulaire. Et quand on va arriver avec les minéraux critiques stratégiques, tout cet enjeu-là d'une rareté de la ressource, il y a un rôle central que peut jouer une infrastructure comme la fonderie Horn dans la récupération. Et c'est ça que je veux essayer de valoriser. De réfléchir, la fonderie m'avait nommé qu'ils recevaient 10% des produits recyclés du Québec. Comment on peut augmenter ces pourcentages-là, puis du reste du Canada, pour s'en venir là, pour être fondu, pour que la fonderie puisse avoir son même niveau de productivité en étant moins dépendant des concentrés toxiques qui viennent de l'externe. Parce que pour réduire un pourcentage, moi, ce que j'ai peur, c'est que ce qu'ils mettent dans un container, ils vont le diviser en 3 pour pouvoir diminuer les pourcentages de toxicité. Ils vont le diluer, puis ça, ben, ça sera pas moins dans notre ère, tu sais. Fait qu'il y a des réflexions qui sont intéressantes. Je pense que la fonderie a investi massivement aussi. Ça, c'est des résultats que j'ai hâte de voir. Les projets comme Velox, Phoenix et Arius et autres. Les résultats, le travail aussi que fait l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue aussi là-dedans, nos chaires de recherche, le CEPRI, m'amène à avoir, somme toute, confiance, mais j'ai hâte de voir le sérieux du gouvernement du Québec là-dedans aussi. Un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, mais au moment où l'on enregistre l'émission à la fin février, on n'en entend presque plus parler. Tout le monde, ou à peu près, sauf M. Trudeau, a monté aux barricades. Mais là, je pense que les barricades viennent de tomber à terre, puis on ne les a pas relevées. En tout cas, je vais vous donner ma question et je vous vois votre petit sourire. Amira El-Gawabi. Bon. Est-ce que M. Trudeau se moque du Québec avec cette nomination-là? Pourquoi votre chef a-t-il demandé de la rencontrer avant de prendre une décision que tout le monde et tous les partis avaient prise? Pourquoi que votre chef a demandé à la rencontrer? Je n'ai rien contre ça, là, mais pourquoi? Puis, après l'avoir écouté, qui était au même diapason que les autres, a demandé sa démission également. Quel sera son rôle à cette madame-là, là, quand on parle de représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie? Le NPD et son chef, Jagmeet Singh, se sont portés à la défense de Mme Amira. On va arrêter là. Il y aura beaucoup d'autres petites questions, mais comment ça a été perçu en Chambre et comment vous avez vu cette nomination-là? Je vais arrêter ma question là. D'abord, je souriais parce que j'aime ça anticiper tes questions. Ta mise en place, j'ai comme quelques hypothèses. OK, tu s'en vas vers ce sujet-là. C'était un peu ça. Pour ce qui est de Mme El-Gawabi, il faut comprendre le rôle qu'elle a. Donc, de faire le pont, essentiellement, entre des réalités. Je vous lance tout de suite. J'espère que vous n'êtes pas pour qu'elle reste en poste. Non, mais okay, j'explique la théorie puis pourquoi que son rôle ne fonctionne pas. On va faire le pont entre deux cultures. Parce qu'il y a un problème aussi dans la perception. Moi, je crois beaucoup au vivre ensemble. Et je crois que tout le monde peut s'intégrer. Je suis profondément dans... je pense que la religion n'a pas sa place dans la gestion de l'État, évidemment. Donc, la laïcité, les valeurs québécoises sont pour moi très importantes. Le rôle qu'elle a en théorie, c'est celle de faire le pont entre les réalités, donc une réalité plus de l'islam, et là, dans le cas, c'est nous comme Québécois, avec l'épithète de raciste qui est mise là, ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'on est une société laïque. On n'en a pas contre la religion islamique, on en a contre le port de signes religieux qui sont, dans bien des cas, ostentatoires, là. Son rôle, c'était de faire le pont. Si tu veux faire le pont et tendre les mains entre différentes réalités, ben, il faut que tu te mettes au milieu du pont.
puis tu approches des gens, puis tu dis « Hey, vous, là, je pense que ça vaut la peine que vous parlez. » Le problème de Mme El-Gawabi, c'est qu'elle est clairement d'un côté du pont. Puis elle a déjà tenu des propos très injurieux vers les gens qui sont de l'autre côté du pont, sans s'intéresser à la culture. Donc, pourquoi Yves-François l'a convoqué? C'est d'abord, bon, lui, c'est un anthropologue de formation. Et c'est dans son ADN que de vouloir réfléchir et de comprendre les choses et les expliquer. Donc, il a souhaité, avant de condamner, que d'avoir une discussion pour expliquer d'où vient le Québec, d'où viennent les Québécois, comment dans les années 60, on a fait le choix de la laïcité, comment que les signes religieux catholiques étaient omniprésents et qu'on les a retirés de la sphère publique. Et ce choix-là demeure encore. Ce n'est pas contre la religion islamique ou des femmes qui sont voilées. C'est de dire que les signes religieux n'ont pas leur place dans la sphère publique, particulièrement dans des situations d'autorité. Donc, c'était ça le but de la démarche, donc d'expliquer d'où venaient les Québécois, parce que les tribunes par lesquelles les sources d'information de Mme El-Gawabi semblent être uniquement d'un côté du pont. Donc, voici c'est quoi qu'il y a de l'autre côté du pont. Elle a oublié de traverser le pont. Si elle... Son rôle, c'est d'être au milieu et elle est juste d'un bord. C'est pour ça qu'elle est discréditée pour une fonction comme celle-là. Est-ce que ça a un rôle de tendre la main puis de travailler au vivre ensemble puis de dénoncer les injustices? Oui, mais est-ce que M. Trudeau était... J'aime pas ça poser cette question-là, mais je la pose quand même. Est-ce que c'est pas une petite vengeance de M. Trudeau? Est-ce que M. Trudeau voyait, je vais la nommer parce que là, le Québec sera pas de bonne humeur? Bien, je pense que c'est une nomination très politique. Ou mettre le feu dans un débat comme celui-là peut être payant électoralement pour lui. Parce que s'il y a des élections qui s'en viennent, ce qu'on constate, c'est que le Québec va être relativement... c'est assez tranquille, c'est assez consolidé le Québec. La prochaine campagne devrait se jouer en Ontario, dans le Grand Toronto, exactement. dans le milieu rural. Oui, mais M. Trudeau a besoin du Québec pour être majoritaire. Pas nécessairement. Il va falloir qu'il soit fort en Ontario. Il y a surtout besoin de la couronne de Toronto. Et dans la région de Toronto. Et des propos comme ça, le Québec bashing, ben c'est payant dans cette région-là. C'est ça qui est cynique, c'est ça qui est triste. Fait que là, vous êtes après me dire que tout ça, là, en déco, est peut-être pensé en vertu d'une élection possible en 2023. Je pense que c'est un avantage collatéral qui lui sert et qui est très satisfait de ça. Fait que là, il envoie des perches. C'est ça? Notamment. Mais ce rôle-là, il faut savoir que c'est une recommandation de comité, d'avoir quelqu'un qui va travailler sur le vivre ensemble et de faire le pont dont j'expliquais tantôt. Le choix de Mme El-Gawabi est terriblement maladroit et provocateur. Surtout provocateur. Maladroit, je ne le sais pas, parce que tu peux être provocateur et ne pas être maladroit. Je pense que là, en tout cas, selon moi, on est là. On s'entend. Fait que ça va être quoi la suite qui va être donnée? Comment qu'elle va pouvoir jouer son rôle? Parce que là, elle s'est campée complètement dans une position. Ben, elle donne pas le goût aux Québécois de traverser le pont. Absolument pas. Monsieur Sébastien, j'ai encore 21 questions à poser, puis il nous reste 30 secondes. Fait que, il me reste juste le temps de vous remercier, simplement, mais on aurait pu en discuter encore énormément. Promesse faite devant tout le monde, je vais vous réinviter plus souvent. Bien, c'est ce qu'on finit par faire pareil, parce que je le sais que c'est un remplacement, tu m'appelles, puis je m'en viens rapidement. Mais merci beaucoup. Puis les gens qui nous écoutent, si vous avez besoin avec n'importe quel service, évidemment, le gouvernement du fédéral, n'hésitez pas à nous contacter. Site internet lemire.info, lemire.info, ou par téléphone 1-800-567-6433, 1-800-567-6433. Merci beaucoup, M. Sébastien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis on va renouveler cette entente très prochainement. Merci, Gaby. Merci. J'apprécie. J'aime ce contact-là avec les gens, les électeurs, les citoyens. C'est très réciproque et je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.